Bien, j'ai le plaisir de donner la parole à David Weber de Willan, qui va nous présenter le threat hunting, une approche proactive pour détecter les intrusions. David, c'est à toi. C'est gentil, je te remercie. Bonjour à tous, merci d'être participants et de m'écouter pour cette présentation. Donc, je représente la société Willan, donc on est un cabinet d'expertise en cybersécurité, d'audit, de conseil, d'intégration, de certification et du coup de maintenant éditeur de produits qui est Untry. Donc Untry, c'est le nom du produit de Cyber Threat Hunting. Alors l'idée de cette présentation, c'est que je l'ai voulu plutôt agnostique du produit. On va essayer de faire une présentation vraiment de ce qu'est le threat hunting et pourquoi c'est une approche que je vois pas encore beaucoup sur le marché, alors que c'est bien dommage puisqu'on a trouvé une vente, c'était pour ça qu'on était dessus, et comment ça fonctionne et ça diffère de la manière de détecter actuellement en 2026, en tout cas de notre point de vue. Et je vous promets, les quelques slides qui sont propres vraiment au produit et qui s'apparentent à de la présentation commerciale sont vraiment à la fin. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai pas prévu de démo justement pour regarder cet objectif, mais si post-présentation, vous souhaitez reprendre contact, ça sera avec grand plaisir. Le postulat de départ du threat hunting, ou plutôt de la chasse aux menaces, hein, si on veut franciser le terme, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui nous prouve qu'un attaquant n'est pas déjà présent dans notre système d'information, dans celui de nos filiales, dans celui de nos clients. Et la question attenante, c'est est-ce que si l'attaquant est présent, il est là, est-ce qu'on est en mesure de le détecter? C'est une question qui était très d'actualité il y a quelques années, où globalement, lors d'une cyberattaque, on observait que les attaquants avait une phase, on va dire, dormante. Suite à la prise d'accès initial sur une infrastructure, sur un système d'information, il y avait une phase d'observation, d'espionnage avant de lancer vraiment une attaque où là, il y avait qui générait beaucoup de bruit. C'est une tendance qui a quand même vocation à se réduire avec les ransomware et le leak de données. Les attaquants sont quand même plutôt sur un modèle de on va essayer de rentabiliser un maximum l'attaque en se posant de moins en moins la question de est-ce que on est sur une infrastructure ou un client chez qui on peut rentabiliser d'une autre manière. Juste on va liquer la donnée, on va lancer un ransomware, on va voir ce qui se passe. Alors, le point important de ce que je suis en train de dire, c'est de se dire que les attaquants qui font de l'espionnage industriel, métier, etc., n'ont pas disparu. Je pense c'est juste qu'ils font beaucoup moins de bruit, mais il ne faut pas les ignorer. Si on prend un instant pour lire en fait les productions de l'ANSSI, notamment le panorama de la cybermenace 2025, qui a été publié il y a quelques semaines slash quelques mois, on est plutôt en semaines sauf erreur de ma part, on observe que la plupart des vulnérabilités exploitées sont en tout cas celles qui ont fait du bruit et qui ont mené à une intrusion, sont avant tout des vulnérabilités qui concernent des produits exposés sur Internet, de type remote access, de type Netscaler, etc. C'est une tendance qu'on voit apparaître grandement depuis, j'ai pas les chiffres en tête, mais depuis au moins 2020, voire un petit peu avant. Où globalement, notre ressource exposée sur Internet elle va pouvoir être exploitée initialement via une faille zéro day qui, en règle générale, fait assez mal. Donc le point est plus de se dire suis-je faillible, mais plutôt quand serais-je faillible. À partir du moment où une entité a des assets exposés sur Internet, la compromission, enfin ne pas envisager une non-compromission et une sécurité pleine et entière du SI, en tout cas celui exposé dans le temps, est quelque chose de dangereux, entre guillemets, qui peut paraître potentiellement utopique. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de généralité à faire là-dessus, mais en général, c'est plutôt le postulat qu'on va adopter. Et la détection, ça devient quelque chose de primordial. Pas besoin de lire ce slide très verbeux, c'est pas l'objectif. Vous m'excuserez, petit disclaimer, c'est que vu que je suis en présentation full écran, j'ai pas forcément la vision des slides qui arrivent. Alors, je les connais, hein, je t'ai des produits. Je l'ai pas fait par, par IA, si je fais le lien avec la ces présentations qu'on a eues. Néanmoins, voilà, je ne les connais pas forcément par cœur, donc il y a peut-être une petite phase de, de découverte. Sans rentrer dans l'aspect commercial, juste pour rappeler pourquoi on est pertinent pour parler de ce sujet, et je suis pertinent pour parler de ce sujet. Globalement, on propose des services 360, parmi lesquels on va retrouver de l'intrusion et de la détection.
et de la réaction. C'est trois activités qui me semblent absolument nécessaires pour pouvoir parler des sujets de détection, en tout cas d'en parler de manière un petit peu pertinente. L'idée est de savoir comment un attaquant rentre dans un système et comment, suite à une réponse sur incident par exemple, comment on va pouvoir détecter ou en tout cas vérifier qu'il est là, qu'il n'est pas là, qu'est-ce qu'il a fait, quel a été son vecteur d'intrusion initial. Le point d'intention ici, c'est que, en complément de ce que je viens de dire, c'est qu'on fait des audits de SOC où on vise à évaluer la capacité de détection d'un SOC dans des infrastructures réelles. Encore une fois, le petit pendant de ça, je vais dans les ramifications de toute l'activité, c'est que je suis évaluateur PEDIS. Donc PEDIS, c'est le référentiel publié par l'ANSSI qui vise à labelliser, à qualifier les SOC lorsqu'ils veulent attaquer certains marchés normalisés, sans rentrer dans les détails. Voilà. Donc, c'est une activité que je connais relativement bien. Des SOC, j'en ai vu beaucoup. Et même s'il y en a de très innovants, je reviens du FIC qu'il y a eu il y a 2 semaines, on a entendu parler de SOC augmenté par IA, de Microsoft, de SOC as a Services, de SOC en SaaS, etc. Finalement, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils ont globalement tous les mêmes difficultés et se basent à peu près tous sur le même modèle. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous renvoie à la vidéo, à l'intervention que j'ai fait ici même à l'OSCI en 2022 sur la partie PEDIS et qu'est-ce que c'est qu'un SOC PEDIS, qu'est-ce que c'est qu'une approche de détection, comment définir une stratégie d'analyse. Je reviens pas dessus, mais c'est un petit peu inhérent à la suite. 2022, le temps passe. En quelques mots, pour comprendre le caractère différenciateur de l'approche de hunting et le caractère un petit peu innovant que cela peut avoir, il faut comprendre ce qu'on sait faire actuellement. Actuellement, quand on parle de détection et qu'on va avoir des contrôles détectifs sur une infrastructure pour réduire des risques, par exemple, on commence par déployer une solution de supervision sur nos endpoints, généralement un antivirus ou un EDR. La next step, en règle générale, c'est de venir collecter les informations et les différentes alarmes qui peuvent être issues des différents outils, des différents systèmes qu'on veut superviser, et les centraliser généralement sur un outil qu'on appelle SIEM sans rentrer dans les détails techniques. Donc on les centralise sur une plateforme et on monte une équipe qui va monitorer toutes ces alertes, toutes ces informations pour pouvoir investiguer, les qualifier. Donc c'est globalement ça qu'on appelle le SOC. L'activité de SOC, ici, dans mon discours, va englober l'activité de collecte d'informations, production de règles de détection et qualification des alertes qui vont être remontées par les différents outils. La problématique de ça, c'est qu'on est sur un modèle qui est relativement complexe, puisque, en fait, pour avoir quelque chose de relativement efficient sur ce modèle-là, euh, il faut pouvoir maîtriser les différentes technologies qu'on supervise. Alors, il y a des SOC qui ont choisi de baser uniquement leur activité sur les EDR. Ils sont presque assimilables à un MSSP, on va exploiter juste l'EDR, le déployer, le superviser, et ensuite exploiter les remontées de l'EDR, donc les alertes, pour pouvoir venir les qualifier. J'ai tendance à dire, sans aucun jugement de valeur, c'est un choix positionnel et stratégique, mais que ça s'apparente à un seul qui exploite qu'une seule source de collecte. C'est-à-dire que c'est pas bien, vaut mieux faire peu et bien. Néanmoins, dans l'approche, on reste juste sur le même modèle, sauf qu'on a qu'une source de collecte et l'EDR. Quand on rentre dans des socs qui sont un peu plus structurés, qui vont superviser des infrastructures, on va dire plutôt type grand compte, infrastructures qui vont comporter plusieurs milliers de endpoints par exemple, on observe des tendances qui sont un peu équivalentes. Alors ici, j'affiche des chiffres qui sont, on vient sortir une étude, donc j'ai été choisir celle de Vectra. Nous avons la chance qu'ils publient cette étude tous les ans et qu'ils mettent à jour leurs chiffres. De ce que j'ai pu observer, on est sur des chiffres qui sont un petit peu moins élevés, mais la tendance c'est un peu celle qui est décrite, c'est que globalement, d'après l'étude, un SOC, ça reçoit environ 3000 alertes par jour. Sur ces 3000 alertes, on a environ 2 tiers qui sont jamais traités. Et sur le tiers restant qui sont traités, on est sur 80-90% de faux positifs. Euh, donc globalement, on se retrouve avec des plateformes qui collectent des gigas de logs, avec des équipes qui monitorent des dizaines de dashboards alimentés par des centaines, voire des milliers de règles de détection, pour à la fin avoir un ratio très pauvre. On est sur 90% de faux positifs sur un tiers des alertes qui sont détectées. Donc globalement, le SOC, c'est un modèle, il fallait une image générée par IA, la voilà, puisque c'est un peu la mode en ce moment. On est sur un modèle qui est très coûteux,
puisque équipe, infrastructure, stockage, très complexe, puisqu'il faut maîtriser différents types de technologies. On ne monitore pas un Linux comme on monitore un Windows, on n'est pas sur les mêmes services, les mêmes outils, les mêmes protocoles, les mêmes formats de log, etc. Alors quand on prend juste un Linux et un Windows, si on fait la même analyse sur une infrastructure type grand compte, où on va avoir plusieurs milliers de endpoints et plusieurs centaines de technologies, du middleware, de la base de données, des appliances, des EDR, des sondes, etc. Là, ça commence à devenir compliqué. Globalement, avant de monitorer, il faut pouvoir maîtriser la technologie, savoir quelle information elle va nous permettre de collecter et quelle information il va y avoir dans les journaux qu'elles vont nous envoyer. Et je ne parle même pas de cette capacité à maîtriser la politique de journalisation de la technologie en question. La problématique, à mon sens, alors ça serait un peu étrange de pouvoir dire qu'il n'y a qu'une seule problématique, mais en tout cas, c'est celle que je mets en évidence ici, c'est que le SOC exploite des données qui n'ont pas été prévues pour faire à la base de la détection. Alors, c'est pas forcément vrai. Par exemple, si on parle de DR, bah, les données remontées, à la base, c'est pour détecter des intrusions ou de l'activité malveillante. Mais les journaux d'un Linux, d'un Windows, d'un serveur Apache, etc., ça n'a pas pour objectif de vous permettre de faire de la détection. Ça vous apporte de l'information et vous exploitez cette information pour en faire de la détection. Mais ce n'est pas forcément le seul but ou le but pour lequel ils ont été conçus. Donc déjà, ça crée une problématique assez difficile qui est de dire, bah, j'ai un flux de journaux continus qui proviennent de X sources, qu'est-ce que j'en fais? Et dans ce flux de journaux, comment je vais tirer l'information dont j'ai besoin pour pouvoir dire, ah, bah là, il y a un caractère malveillant à cette intrusion. Enfin, il y a un caractère malveillant à ce que je vois passer, il y a un acteur qui fait quelque chose qu'il n'aurait pas vu. L'autre problématique qui est inhérente à celle que je viens de d'énoncer, c'est la partie qualification. C'est que le SOC voit des journaux arriver. De là, on a produit des règles qui pouvaient s'apparenter à une activité malveillante, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas. Et donc, c'est là où le SOC rentre dans une partie, en tout cas les équipes d'investigation, dans une étape qui vise à dire, ah bah, est-ce que ce que je vois passer, est-ce que l'alarme qui a sonné, est-ce que c'est bien une intrusion ou est-ce que c'est un faux positif? Alors, il y a des alertes qui sont relativement triviales à qualifier, mais vous en avez d'autres. Pour ceux qui ont déjà reçu des alertes d'un SOC, vous êtes dans une grande entreprise, le SOC vient vous voir sur Teams et vous dit hey, c'est toi qui es responsable de cette action, vous envoie un export de log qui raconte quelque chose qui est absolument incompréhensible quand on n'est pas familiarisé avec ce type d'information, et là dire ah oui, c'est moi ou c'est pas moi, ça devient compliqué. Donc ça, c'est la première étape, c'est que on ne sait pas qualifier, le SOC va voir l'auteur de l'action qui est référencé dans le log pour peu qu'il soit bien référencé, va simplement lui demander bah, est-ce que tu es bien à l'origine de cette qualification? Ce qui présente plusieurs limites, puisque si l'auteur et son poste ou ses ressources sont compromises et qu'il est espionné, bah, potentiellement ça va informer l'attaquant de la détection. Donc, ça, c'est encore une problématique. La deuxième approche, c'est simplement de dire, je vais prendre le binaire qui est responsable de l'alarme, je vais aller le mettre sur des outils d'analyse en source ouverte, type VirusTotal, qui est probablement un des plus connus. Et si l'outil me monte du rouge, ça veut dire que globalement, le binaire, l'information, l'IP que j'ai remonté, le domaine, enfin peu importe, est sûrement malveillant. Donc là, on sonne un signal d'alarme. Ce qui pose une autre problématique, encore une fois, de ligne d'information dans le cas de potentielle réponse sur incident, outre la partie positive. De là, on arrive à changer de paradigme et se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Donc, un peu de théorie avant de rentrer dans le vif du sujet. Le threat hunting, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a trois méthodes de threat hunting qu'on peut décrire. Alors, si on devait déjà le comparer avec le SOC, qui est une approche, on va dire, réactive, je collecte de l'information, je génère des règles de détection, et si mes règles de détection sonnent, bah, je vais voir ce qui se passe. L'hunting, c'est dire, bah, je ne vais pas attendre qu'une alarme sonne, je ne vais pas attendre qu'il se passe quelque chose, je vais vérifier en permanence mon environnement, mon SI, mon système, mon poste, peu importe, pour essayer d'identifier qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, même si rien n'a sonné, et du coup, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça peut partir d'une hypothèse. J'ai mon serveur web qui est vulnérable depuis 2006 et exposé sur Internet. Ça serait très étonnant qu'il n'ait pas été compromis depuis tant d'années, depuis 20 ans. On part de l'hypothèse qu'il a été compromis et on essaie de rechercher des preuves qui démontreraient qu'il a été compromis. La seconde approche, et c'est celle dans 30 secondes sur laquelle on va vraiment se focus, c'est celle basée sur le renseignement. J'ai des informations qui sont issues d'attaques
qui sont issus d'activités malveillantes, je vais récupérer ces informations et pouvoir vérifier sur mon périmètre supervisé, mon poste, mon serveur, mon SI, peu importe sa taille, je vais retrouver ces informations. Sur cet aspect, cette approche va poser plusieurs problématiques. La première étant de se dire sur où est-ce que je vais rechercher ces informations sur mon système d'information, par exemple. On va euh, approfondir cette question dans quelques instants. Et la dernière approche, c'est de se dire, bah, sur un volume de données, par exemple, une volumétrie d'un SI utilisateur, par exemple, bah, j'ai une anomalie. J'ai un artefact qui me démontre qu'il s'est passé quelque chose à un instant T. L'exemple que j'ai listé ici, c'est de se dire, bah, si on regarde par exemple la volumétrie de trafic sur un SI utilisateur, bah, logiquement, en heure ouvrée, il y a beaucoup de trafic, et la nuit, il y a très peu de trafic, puisque les personnes sont rentrées chez elles et ne travaillent pas. Bon, bah, si j'observe un pic de données entre 1h et 2h du matin, c'est hors astreinte ou exception, c'est qu'il y a quelque chose peut-être d'anormal. On va essayer d'aller, basé sur cette hypothèse, aller essayer de comprendre ce qui s'est passé à cette heure-là pour s'assurer que c'est pas malveillant. Si je fais une analogie un petit peu moins théorique et un peu plus imagée, c'est que votre système d'information, c'est une maison sur laquelle vous avez mis des outils de détection, on va dire un EDR, qu'on peut assimiler à une alarme, hein. Vous rentrez, l'alarme sonne. Si vous êtes un acteur malveillant, bah, elle a sonné et c'est pour de vrai. Si vous avez juste oublié de couper l'alarme, c'est ce qu'on appelle un faux positif. Sur cette alerte, le SOC arrive et vient qualifier, vérifier si la personne qui est rentrée, c'est bien une personne légitime ou au contraire un acteur malveillant. Le threat hunting adopte une approche complètement différente qui dit on ne va pas attendre que la sirène ou que l'alarme sonne, on va faire des rondes pour aller vérifier que globalement il n'y a pas une serrure fracturée, qu'il n'y a pas un carreau cassé, qu'il ne s'est pas passé quelque chose autour de la maison qui pourrait laisser penser que quelque chose de malveillant de notre côté est arrivé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le threat hunting n'est pas contraire à l'approche de réaction en matière de détection. On n'est pas en train de dire que le SOC est mort et ça ne marche pas, ou le SOC est un échec, pour ne pas citer des grands penseurs de ce monde, et que c'est le threat hunting qu'il faut adopter. En fait, on a plutôt tendance à dire que l'approche du hunting, c'est une approche complémentaire à l'activité de détection d'un SOC. Voilà. C'est quand vous avez la ceinture, bah, nous, le threat hunting arrive comme une bretelle, par exemple. L'autre aspect intéressant, c'est que le hunting, en fonction de son implémentation et de comment il fonctionne, peut présenter un caractère moins complexe à implémenter et du coup moins coûteux. Ce qui fait que sur des organisations plus petites, là où un SOC serait inatteignable, enfin un service type SOC serait inatteignable parce que trop coûteux, le threat hunting peut être une approche un peu plus adaptée aux tailles de l'entreprise. Et donc la problématique, c'est de dealer, en fait, surtout quand on est sur une approche basée sur le renseignement, c'est de dealer avec toutes les informations qu'on va pouvoir collecter qui vont nous démontrer qu'il y a eu une intrusion. Et notamment, c'est maintenant qu'on parle d'indicateurs de compromission. Donc l'indicateur de compromission, ce sont des informations qu'on va pouvoir collecter de différentes manières et qui vont pouvoir prouver, ou en tout cas laisser à penser qu'il y a eu la trace d'un attaquant. Au démarrage de l'activité de hunting, on se pose la question de mais comment avoir ces indicateurs de compromission. Donc, un indicateur, ça peut être c'est un élément technique qui peut être représenté par une IP, un nom de domaine, une URL, un hash de fichier, etc. Où collecter ces informations en recherchant un peu en 2026 en open source, on observe qu'il y a quand même des organismes qui nous partagent volontiers en source ouverte ces informations et en allant collecter ces informations, on peut très vite se retrouver avec des milliers d'indicateurs par jour de collecter relatifs à des attaques, des analyses, des approches d'attaquants. Donc la question n'est plus de se dire comment j'obtiens ces informations, mais comment je fais pour avoir des indicateurs de compromission qui se retrouvent pertinents et qui ne me génèrent pas trop de faux positifs. C'est là où l'activité de threat hunting va prendre tout son sens. Si l'indicateur est faux, par exemple, du coup, on aura des faux positifs et on va retomber dans des travers qu'on va pouvoir observer sur des sols, par exemple. Voilà. Donc, quand on est sur une approche basée sur le renseignement, on va se trouver avec des alertes de type, tiens, j'ai un serveur de base de données qui est communiqué avec une adresse IP que je connais pas, qui est pas normale, alerte générale. Alors, j'ai pas choisi l'exemple au hasard puisque pour les aficionados de la tech, c'est une adresse IP qui est parfaitement légitime puisque c'est le serveur DNS de Google.
euh, donc qui n'est pas forcément associé à une activité malveillante. Donc, la première question à se poser, c'est bah, tiens, j'ai 8 cas sonnés, on est face à un faux positif. Comment je traite cette information pour pouvoir dire ah non, il ne faut pas qu'elle arrive puisque c'est un faux positif. L'autre aspect, c'est de se dire que si elle s'est retrouvée dans les bases d'IOC, c'est peut-être pas par hasard et c'est peut-être qu'il y a des pirates qui utilisent des techniques qui reposent sur les serveurs DNS de Google ou qui reposent sur des services légitimes, mais qui vont venir cacher du trafic ou qui vont venir utiliser ces services pour légitimer un flux qui ne l'est absolument pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas détecter ce flux, mais ça veut probablement dire que 99% du temps où on va voir cet indicateur utilisé, ça sera un faux positif et que du coup, l'exploitation dans le cas d'activité de hunting va devenir très très compliquée. Donc en fait, on se retrouve avec un objectif de trier, qualifier en fait ces indicateurs pour être sûr que globalement, quand ça sonne, ça sonne pour de vrai et qu'on n'est pas sur des faux positifs. L'autre problématique qu'on a avec les indicateurs de compromission, c'est le timing de recherche. C'est qu'un indicateur, au moment où il va être connu et recherché, c'est pas forcément le moment où il va être utilisé. Alors, en général, il est utilisé. Quand il est utilisé, il n'est pas enfin, il n'est pas connu comme étant relatif à une attaque. Et une fois qu'il est connu, généralement, il est plus forcément utilisé pour des activités malveillantes. Et donc ça va poser une problématique, c'est que quand j'ai ma base d'indicateurs et que je recherche mes indicateurs, il faut que je sois en mesure de rechercher des indicateurs qui auraient été enregistrés ou utilisés quelques jours ou quelques semaines auparavant, ce qu'on appelle une recherche a posteriori. Typiquement, les indicateurs n'ont pas toute la même durée de validité. Un hash de fichier, en général, il reste malveillant, il est juste plus beaucoup utilisé, puisque, par exemple, le binaire malveillant aura été modifié pour justement changer sa signature. Une IP est quelque chose de très dynamique, à contrario. De notre point de vue, une IP n'a quelques heures, quelques jours d'usage au maximum, et après une journée, après 24 heures déjà, dans les attaques un peu ciblées, après 24 heures, une IP est plus forcément un indicateur pertinent. Et pour les attaques vraiment très très ciblées, parfois on se retrouve avec des IP qui vont être dédiées à une ou deux organisations ciblées, et une fois qu'elles auront été utilisées, elles seront jetées par l'attaquant et plus jamais utilisées. Donc deux niveaux de problématiques liés à ces indicateurs, à ces renseignements qui obligent en fait à travailler sur ces indicateurs pour rendre la détection pertinente. Si je focus maintenant sur les quelques derniers slides qui restent à cette présentation sur le service qu'on propose, qui est Huntry, donc vous l'aurez compris, qui est un service de threat intelligence, de cyber threat hunting, qui englobe aussi une partie de threat intelligence, forcément de renseignement pour pouvoir fonctionner ce type de service, et qui adopte une approche et à la fois externe et interne. Sur l'interne, on va avoir des sondes qui vont permettre d'essayer de rechercher et de détecter ces indicateurs. Sur la partie externe, on va pouvoir faire de la recherche sur des infrastructures exposées pour pouvoir d'une part essayer de rechercher des indicateurs directement sur les services exposés. C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive également. Potentiellement rechercher des assets qui sont vulnérables et actuellement exploités par des attaquants massivement, ce qui est quand même révélateur que potentiellement va y avoir ou il y a eu une attaque, mais également se baser sur les fuites d'informations qui a lieu, alors soit des emails, soit de la data. Et pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité cyber, on sait tous bien que 2025-2026, allez, ça a été riche, hein. Et aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, et aussi bien pour les grandes entreprises que pour les TPM, pour les TPE. Globalement, personne n'est épargné par la fuite d'informations. Si je focus un peu sur les techniques qu'on a mis en œuvre, la première, pour collecter les fameux indicateurs pour toute la partie renseignement, la première, c'est effectivement, ça a été d'aller chercher en source ouverte ces informations. Euh, la première source d'information qu'on a voulu aller voir, c'est le CERTFR, qui partage gratuitement et volontairement des indicateurs. On les en remercie, sauf que pour ceux qui ont été leur demander depuis 2024, il n'y a plus beaucoup d'informations qui sont partagées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, ça veut dire que le cercle s'est un petit peu refermé. À côté de ça, les autres sources qui partagent ces indicateurs ont des informations très pertinentes, ça, il y a pas à dire. Néanmoins, se pose la question que j'ai dit tout à l'heure de la pertinence dans le contexte de la recherche et comment éviter les faux positifs. Parce que là, on est sur des milliers d'indicateurs et on est limite overfloodé. On n'est pas encore entré dans des problématiques de je sais pas comment, j'ai pas l'expression en tête, contre-renseignement, contre-intelligence, qui vise à dire que des acteurs ou des groupes de malveillants viennent overfloader ces sources avec de faux indicateurs afin de les rendre un peu inopérants. On n'est pas encore dans ces problématiques-là.
Donc la deuxième approche qu'on a choisie, c'est de mettre en œuvre en fait, ce qu'on appelle de pods, donc des systèmes volontairement vulnérables à l'exposition Internet, avec différents choix de technologies d'exposition pour pouvoir générer, entre guillemets, nos propres indicateurs. Ça nous permet d'avoir des indicateurs un peu plus frais, un peu plus dynamiques. Néanmoins, on est encore face à d'autres problématiques et de dire que bah, parmi les indicateurs qu'on collecte, il y a des informations qui viennent d'entités légitimes, des services de cyber, des universitaires, etc., qui nous remontent régulièrement qu'on a un service vulnérable d'exposition Internet et qu'on devrait faire quelque chose. La surveillance externe permet en fait de déterminer, enfin déjà d'identifier le périmètre de surveillance. Typiquement, une URL enfin, une URL, un domaine ou un sous-domaine est une information qui va ensuite pouvoir être actionnable et utilisée pour de la recherche en source ouverte pour pouvoir identifier qu'il y a une fuite de données par exemple, ou identifier des emails qui auraient pu leaker dans une base ou dans un compte. C'est toujours intéressant d'avoir ces informations et de pouvoir se rapprocher d'un collaborateur pour pouvoir lui dire hey, tu as eu ton mail qui a été compromis parce que tel service a été compromis. Si jamais tu utilisais le même mot de passe à titre professionnel, par exemple, bah, change ton mot de passe et de le sensibiliser au fait de ne pas utiliser les informations professionnelles à d'autres fins qu'un usage dans un cadre professionnel. Okay. Sur cet aspect, on a également développé des techniques pour identifier des compromissions d'environnement cloud. Alors, roadmap oblige, on s'est focus sur un cloud provider actuellement, enfin un outil SaaS qui est O365, qui est un des plus utilisés. L'objectif était de dire, on va essayer d'identifier des techniques d'attaque utilisées par les attaquants quand ils compromettent une boîte O365 pour pouvoir dire, tiens, on a ce tenant ou une boîte mail qui a été compromis. Par exemple, les règles de forwarding qui permettent à un attaquant de venir espionner une boîte mail compromise, même quand le mot de passe a posteriori a été changé, par exemple. Les fuites de données sont un indicateur également important pour pouvoir dire qu'une organisation a été compromise. On n'en manque pas durant ces derniers mois. J'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai un petit peu anticipé ce slide. Vous avez compris l'idée. Sur la surveillance interne, un des points qui est important de mettre en évidence, c'est l'usage de sondes. Euh, Sans sonde ou sans agent, c'est quand même compliqué pour aller chercher des informations, des indicateurs sur un système ou sur un réseau. On a choisi de travailler avec deux types de sondes, donc une sonde réseau dont l'objectif est de décortiquer un peu tous les flux réseau qu'elle va passer pour pouvoir nous donner de la métadata à manger sur lequel on va identifier et historiser des indicateurs qui ne sont pas forcément malveillants, mais les comparer avec nos bases et pouvoir nous permettre cette recherche a posteriori. Sur la partie interne, en fait, on déploie des sondes sur les systèmes pour pouvoir nous permettre de rechercher si on a vu passer une IP, un fichier avec un certain H, une clé de registre qui serait attenante à une technique d'exploitation ou à un malware précis, etc. Comme je t'ai dit précédemment, c'est que l'activité de hunting et un service comme Huntry n'a pas vocation à spécifiquement remplacer un SOC. Il peut fonctionner totalement de manière autonome en intégrant une partie de ticketing pour pouvoir suivre ces incidents ou en s'intégrant avec un système de gestion d'incidents connu, type ZIA ou autre. Ou devenir une source de collecte pour le SOC afin que du coup les alertes ou les incidents qui seraient détectés par le service de hunting puissent remonter et soient qualifiés et pris en considération par le SOC lui-même et remontent dans les outils de type SIEM. Voilà. J'en ai fini avec la présentation. Si vous avez des questions, alors je vais quitter la présentation pour pouvoir. David, merci beaucoup pour cette. Mais de rien.